Bonjour. Alors je vais vous faire vous présenter le parcours qui m'est arrivé de manière tout à fait incongrue pour moi, mais que j'ai suivi sans du tout présupposer ce qui allait m'arriver en médecine. J'ai fait comme tous mes collègues, j'ai eu une formation à l'université de Nancy. Et donc j'ai suivi avec difficulté quand même, mais heureusement il y avait un groupe d'amis qui m'a permis d'aller jusqu'au bout. Et j'ai passé ma thèse en 1976. Le sujet c'était le recueil des effets secondaires des médicaments. En 1976, c'était tout à fait à l'avant-garde. Mais j'étais d'une naïveté totale et d'une innocence totale aussi. Je ne soupçonnais pas ce qui allait m'arriver après, ce que j'allais trouver. Parce que en 1976, c'était les tout débuts de la pharmacovigilance. La médecine sortait de sa période glorieuse des antibiotiques, enfin sortait. Elle avait mangé tout son bon pain. Le mauvais pain allait suivre après. Et donc, j'ai fait une thèse tout à fait banale, en ne me rendant pas compte de ce qu'on me mettait dans les mains. D'ailleurs, je ne m'en suis pas rendu compte pendant un certain temps. Et puis est arrivé les premiers remplacements. Et j'ai été confronté au problème qui m'a posé vraiment de grosses difficultés. C'est les petites maladies chroniques de l'enfance. Alors les enfants arrivaient, 1 an, 2 ans, ORL, otite, tous les problèmes, angine, petite bronchite. Alors antibiotiques, je n'avais que ça en main. Et puis ils revenaient 3 mois, 6 mois après, je recommençais. Et puis ça recommençait. Au bout de 4 ou 5 fois, j'ai eu du mal à me dire, ça va pas, il y a quelque chose. Et ça m'a un peu dégoûté de la médecine, ça. Voilà, je ne savais plus quoi faire en médecine qui m'intéresse. Et c'est pour ça que je suis allé vers la médecine du travail ensuite. Et donc j'ai fait mes premiers remplacements avec cette interrogation, avec une incapacité de trouver une réponse qui me satisfasse. J'ai fait la médecine du travail dans la banlieue parisienne, et puis ensuite j'étais 1 an sur un chantier de construction en Arabie Saoudite. Et au retour, que faire en médecine qui m'intéresse? Et à ce moment-là, j'ai découvert l'homéopathie et l'acupuncture. Alors ça m'a bouleversé. J'ai vu une compréhension tout à fait différente qui m'a passionné. Et j'ai décidé de m'installer. Bon, ça a duré un certain temps, et puis c'est trouvé que quelques années plus tard, en 87-89, j'ai rencontré des personnes par les patients que j'avais qui m'ont orienté vers la Ligue pour la liberté des vaccinations. Et là, j'ai travaillé pendant 2 ans à mi-temps comme documentaliste. Et j'avais comme travail de récupérer tous les articles où il y avait le mot vaccin dedans. Les articles en français et en anglais de la presse scientifique, non scientifique aussi, internationale. Et donc pendant 2 ans, j'ai ouvert les yeux sur des choses qui nous étaient cachées en tant que médecins. Parce que naturellement, dans les revues médicales, je dirais les bases des déclarations que faisaient les médecins en petit comité n'apparaissaient pas. Il y avait toujours, je dirais, l'histoire sainte de la vaccination qui apparaissait. C'est une histoire sainte. Et donc, j'ai commencé à avoir des explications que je n'avais pas. Naturellement aussi, l'homéopathie et l'acupuncture mettaient en doute quand même la démarche allopathique, radicalement. Elle a des bénéfices dans certains domaines, c'est absolument indéniable. Mais pour moi, la vraie médecine, c'est une médecine ouverte où le médecin est libre de ses choix. Il a une conscience et il va, je dirais, avec les patients qu'il rencontre, il faut que c'est une conscience qui rencontre une confiance. C'est un dialogue entre les deux. Voilà.
Et alors ensuite, j'ai été médecin dans un service de médecine du travail dans la fonction publique territoriale. Et je vais vous raconter le parcours qui m'est arrivé à ce niveau-là. J'ai pris en 2001 en charge un service de ramassage des ordures ménagères. Et il y avait là 57 agents. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'ils avaient des problèmes de santé assez forts, de toute nature. Beaucoup d'ordre musculo-squelettique, sciatique, torticolis, enfin, très très variés, ou bien aussi des bronchites à répétition. Il y avait parfois aussi naturellement en supplément des problèmes d'hygiène. Bon, peut-être bien alimentaire, alcool aussi, c'est un peu un classique dans certains contextes. Mais voilà, j'étais très préoccupé. Et à ce moment-là, j'ai été obligé aussi de passer un mémoire pour valider ma situation en tant que médecin du travail. Et j'ai décidé de faire un mémoire pour dire le contexte dans lequel je me trouvais. Et ce qui m'est apparu rapidement, c'est qu'il fallait que je fasse un recensement depuis 7 ans auparavant, parce que dans les dossiers de médecine du travail, j'avais tous les épisodes que les personnes avaient vécus, généralement. Ce n'était pas toujours complet, mais souvent. Et donc j'ai fait un exhaustif pour chaque personne de tout le parcours, avec les pathologies, les incidents, les arrêts de travail et les vaccins. Il faut dire qu'à partir de 1994, il était arrivé en France un drame collectif qui était largement monté même par M. Douste-Blazy, c'est la vaccination hépatite B. Et naturellement, les médecins, surtout les médecins du travail, ils n'ont qu'un acte, disons, thérapeutique, enfin, c'est ce qu'ils pensent dans la tête, possible, c'est de vacciner. Le reste, il ne leur est pas accessible. Et donc, je dirais, c'est une préoccupation de base de mes confrères. Et donc là, j'ai vu comment cette situation s'est généralisée dans le service. Et j'ai fait à ce moment-là un recensement pour voir comment les choses se passaient. Comme je n'avais pas les données statistiques qui étaient satisfaisantes, j'ai fait une chose, je dirais, un peu latérale. J'ai décidé de prendre les personnes qui avaient été les plus vaccinées, les 10 personnes les plus vaccinées, et les 10 personnes les moins vaccinées, pour faire apparaître la différence de pathologie, d'arrêt de travail et d'événements qu'ils avaient suivis. Et j'ai fait apparaître à ce moment-là que les personnes les plus vaccinées avaient des arrêts de travail, je dirais, 3 fois supérieurs aux personnes les moins vaccinées. Voilà. Mon mémoire, ça a duré pendant 1 an. J'envoyais régulièrement de mes avancées de travail à un directeur de mémoire, un responsable de mémoire, qui ne m'a jamais rien dit. Si bien que le jour où je suis arrivé pour présenter officiellement devant un jury, on m'a laissé faire 2-3 minutes, puis on m'a, je dirais, passé un savon mémorable pour me dire que c'était pas recevable du tout, que c'était très très mauvais. Voilà, j'étais assez abasourdi parce qu'on m'avait prévenu de rien. J'ai constaté à ce moment-là que mon directeur de thèse, qui devait faire partie du jury, n'était pas là. J'étais le seul dans ce cas-là. Et on m'avait fait passer en dernier. Voilà. Donc, ce que je peux préciser encore, c'est que dans mon mémoire, je m'interrogeais, je n'allais pas plus loin, sur le rôle des vaccinations dans la capacité de promouvoir, de déclencher des processus inflammatoires de type ostéo-articulaire, de type ou bien bronchitique, ou bien voilà, des maladies chroniques à répétition. Et j'avais aussi, parmi les personnes qui étaient le plus vaccinées, les 10 personnes, des personnes qui avaient des arrêts de travail pendant 1 an. Ça posait de sérieux problèmes aussi dans l'organisation du service. Donc voilà, donc on m'a demandé de recommencer complètement, que c'était absolument pas recevable. Mais ce qu'il y avait par derrière, ce que j'ai compris quand même tout de suite, c'est que, ça mettait en cause les vaccins naturellement, mais il y avait aussi parmi les vaccins
énormément de personnes qui étaient vaccinées contre l'hépatite B. Et ça, il ne fallait absolument pas remettre tout cela en cause. Et donc, ce que je peux faire remarquer aussi, c'est que les personnes que j'avais suivies, qui avaient eu tant d'arrêts de travail, tant de pathologies chroniques, récidivantes, au long cours, eh bien, personne de mes confrères, médecins traitants, spécialistes, radiologues, laboratoires, personne ne s'interrogeait pourquoi cette situation perdurait et les pathologies se maintenaient. Donc les médecins s'occupaient de solutionner le problème du moment sans voir qu'il était chronique, au fond, et qu'il y avait une cause quand même d'origine. Ce que j'ai essayé de faire en faisant ce mémoire pour faire apparaître donc les problèmes que les vaccins posaient. Alors ensuite, je vais vous présenter des choses qui me sont arrivées dans les mains. En tant que donc je lisais les revues, les articles de journaux sur tous ces sujets, j'étais passionné par ça. Et j'ai constaté qu'il y avait dans la pratique médicale et dans la manière dont il y avait des rédactions de documents avec des images, des choses incroyables. Là, c'est pour illustrer un article du Monde du 25 juillet 2007 qui était intitulé « Quand et contre quoi faut-il vacciner ?» Donc simplement nous dire le calendrier vaccinal de 2007. Hein. Et voici l'illustration qui nous est donnée. Et je trouve que quand même, c'est presque monstrueux ou débile ou inconcevable de bêtises. Regardez, n'est-ce pas ? Enfin, je dirais, je vais faire de la psychanalyse de très très bas niveau, pardonnez-moi. Hein. L'acte vaccinal est comparé presque à un acte sexuel. Hein. Hein ? Voilà. Ça, c'est censé envoyer cette demoiselle dans les étoiles. J'invente rien. Donc regardez un document, enfin un article officiel dans le monde qui nous montre les vaccins de cette manière-là. Je ne sais pas si, je dirais, ça dépasse l'entendement. C'est un aveu quand même. Hein, un aveu, je dirais, de délire. Oui, il y a du délire là-dedans. Hein, ou de bêtise. Mais c'est pas, l'un n'est pas mieux que l'autre. Hein. Ce n'est pas fini. Alors là, aussi, pendant mon parcours de médecin, une année, il s'est trouvé que j'ai eu, sur 2-3 mois, des cas qui m'ont permis de m'interroger très fort. J'étais déjà quand même très, très critique sur les vaccins, hein, mais la situation qui m'est apparue là était assez incroyable. Donc là, il y a 4 cas que je vais vous décortiquer un tout petit peu. Donc voilà, nous avons une jeune fille qui est née en 1985 et qui reçoit en 1996 DTP en Gérix. Et puis ensuite, il y a, alors c'est au mois d'avril, hein, au mois d'avril 1996, et puis elle a des rappels en avril-mai, et puis en octobre 1996 avec Angérix, et elle reçoit même aussi un ROR en 1998. Or, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai vu sur le carnet de recueil de médecine du travail qu'elle avait eu une hémorragie en 1998 avec rupture de kyste ovarien et ablation de l'ovaire. Hein, ablation de l'ovaire. Donc, c'était une jeune fille qui avait 13 ans. Non, un peu plus. Non, 13 ans. À 13 ans, pas encore réglée. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça me semble monstrueux pour moi. Et donc, quand je l'interroge et que je vois, je dirais, à la fois les vaccins en 95, 96, 98, et puis je dis, mais comment je lui demande de me rapporter son histoire. Et elle me dit qu'en 97,
elle avait signalé, elle avait été consultée un gynéco pour des douleurs abdominales importantes. On avait fait une échographie et on avait trouvé un kyste au niveau de l'ovaire gauche. Et bien justement, un an après, eh bien, je dirais, une jeune fille pas réglée a une hémorragie abdominale. On est obligé de faire une ablation de l'ovaire. Et moi, j'attribue ça directement. Il y a une chronologie. Hein. C'est comme si le vaccin de ROR en 98, non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Donc les 3 vaccins Angérix ont provoqué un an après ces douleurs abdominales. Et les examens ont montré le kyste. On fait quand même un ROR en 98, en 98, et puis combien? Un mois après le vaccin, hémorragie grave chez une jeune fille non réglée à 13 ans. Alors, l'autre cas, une jeune fille, 79, et donc on lui fait un DTP eh bien, en 93. Donc elle a à ce moment-là 14 ans. Et elle est opérée eh bien, un an après, le même mois. Hein, elle reçoit le DTP en juin 93 et elle fait une appendicite en juin 94. Et là aussi, le médecin constate avec l'appendicite qu'il y a un kyste au niveau de la trompe. Une anomalie quand même à 14 ans. Hein. Ça interroge normalement. L'autre cas d'une jeune fille née en 85 et qui reçoit l'Angérix, eh bien, 3 injections en 97. On lui fait un rappel aussi un mois après le dernier Angérix, en décembre 97. Elle se plaint à ce moment-là, 2 ans, 2 ans après, parce que c'est en 99, de douleurs abdominales. Et elle va consulter à l'hôpital. Là, on fait une ablation pour une appendicite et il y a aussi un kyste de l'ovaire. Et elle avait signalé aussi que après chaque vaccin, quand elle était enfant, elle avait de la température, des malaises et une fatigue importante. Dernier cas, une jeune femme née en 71 qui reçoit le DTP en 1993, donc à 22 ans. Et on lui fait naturellement la grande période faste, n'est-ce pas, du vaccin hépatite B, en 94-95. Elle reçoit 4 Génévac, 4 vaccins hépatite B. Et puis, on lui fait un rappel 4 ans après, en 99, de DTP. Et un an après encore, le Génévac. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qui s'est passé. Elle a une endométriose, donc 3 mois après le dernier appel de Génévac. Ce qui l'a conduit à l'hôpital et on fait une ablation de l'ovaire droit. Donc cette endométriose avec l'ablation de l'ovaire apparaît 3 mois après le dernier appel de Génévac. On lui fait un rappel de Repevax en 2009. Là, elle signale des douleurs de l'ovaire et 7 mois après, on lui fait une intervention pour qu'on lui retire un kyste ovarien. Très douloureux. Ce que je veux faire apparaître par là, c'est que les vaccins entraînent des pathologies dans tous les domaines. Et c'est toujours dans la zone de fragilité de la personne que le risque d'effets secondaires peut se manifester. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai récolté là autour de ces jeunes femmes qui ont été saccagées dans leur vie de femmes à travers les vaccins. Et là, vous voyez que toujours il y a eu le vaccin hépatite B, hein, sauf le vaccin hépatite B a été un grand drame dans les suites. Même si officiellement, naturellement, ils nous disent qu'il n'y a pas de problème. C'est ce que toutes nos autorités nous serinent depuis ce temps-là. Si ce n'est que, quand même, il y avait un ministre qui a été un tout petit peu averti et qui a voulu éviter les gros ennuis.
C'est M. Kouchner. Hein. M. Kouchner a arrêté la vaccination à l'école. Hein. Mais, il l'a laissé pour les enfants, pour les jeunes enfants. Donc c'était une manière, je dirais, de concilier les deux parties. Hein. Éviter les ennuis, mais quand même faire plaisir au système. Alors là, c'est un journal qui m'est arrivé dans les mains, qui est intitulé, vous voyez, Protection vaccinale des adultes, le journal de Mérieux, et dans la dernière page, qui est à gauche, c'est intitulé Cours français de vaccinologie, octobre 2000. Et là, il y a une image inimaginable. Que voilà. Voilà. Je trouve que ce sont des aveux qui dépassent l'entendement. Imaginez que c'est produit par des médecins, ça. Je dirais le texte et les images. Je sais bien que malheureusement, j'ai envie de dire ça de cette manière, il y a un esprit carabin. Hein, on s'amuse beaucoup de ces choses-là. Mais quand même, concernant la santé des gens, il faudrait quand même un peu plus de réflexion et de conscience. Alors, vous voyez, est-ce que la vaccination peut être assimilée à un jeu de fléchettes ? Il est où le colloque singulier entre le médecin et le patient, entre une conscience et une confiance ? Il est où là-dedans ? Parce qu'il y en a un qui tourne le dos et on le met en arrêt. Hein ? Quelle part de responsabilité, autant de la part du médecin que du patient dans cette histoire ? Et pour moi, là, je dirais, je retourne la situation. Je dis, là, je dénonce, il y a un flagrant délit. Le médecin est pris en flagrant délit d'actes malfaisants. Et c'est lui-même qui, cependant, donne l'image. Hein. Là aussi, c'est pas mal. Alors, il faut être un peu précis parce qu'autrement... Voici ce qu'il en est. Donc, c'est une publicité qui est sortie, un encart publicitaire diffusé en 1988 dans les revues médicales. Et vous voyez qu'en bas à gauche, il y a intitulé « Toute bombe à retardement ne ressemble pas à celle-ci ». Ce qui est énorme. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs en fait. Hein. Bon. Donc là aussi, c'est un aveu qui dépasse plus que l'entendement. Je ne sais pas où il faut aller là-dedans. Hein. Mais voici ce qu'il en est. Vous voyez qu'il y a ici, je dirais, écrit en petit quand même sous l'image, et voici ce qu'il est dit. Et ça, c'est la référence à la bombe à retardement. C'est ainsi que des instruments ou récipients de laboratoire peuvent se transformer en véritables bombes à retardement biologique. Donc voilà, cette expression bombe à retardement, elle est dans l'explication. On a sorti le vaccin hépatite B pour protéger les gens qui seraient confrontés au sang contaminé avec le virus de l'hépatite B. Mais malgré tout, dans l'image, la manière dont elle est présentée, nous avons assez gros taux de bombe à retardement et qui renvoie quand même au vaccin. Ils ne font plus allusion aux produits de laboratoire avec le sang. Je trouve que ce sont les témoignages absolus, mais qui naturellement, au niveau de mes confrères officiels, n'ont aucune valeur. Aucune. Quand j'ai présenté ça dans des milieux, d'ailleurs j'hésitais beaucoup, hein, c'est la rigolade absolue. Bon, oui, ça je explicite un peu en disant, est-ce que c'est un acte manqué, une dénégation provocante ? On nous donne à voir d'avance les dangers auxquels seraient exposés les utilisateurs de ce vaccin. La suite prouve que nous sommes bien devant une bombe à retardement. Il faut savoir, ils disent tous qu'il n'y a pas de preuves au niveau statistique, mais nous avons un collègue, Bernard Guenbeau, qui est un mathématicien et un statisticien, qui a repris toutes les données officielles et qui a constaté que dans une
une cohorte qui avait été étudiée par le professeur Tardieu, il y avait eu 52% de conversion en sclérose en plaques chez les vaccinés contre l'hépatite B, contre 32% chez les non vaccinés. Et cette différence, elle est énorme. Elle est une preuve absolue que le vaccin provoque la sclérose en plaques. Et il faut savoir que quand le professeur Tardieu a donné ces données sans les explications, il devait faire une conférence explicative. On l'a interdit de parler. Il a disparu des écrans. Il ne fallait pas que ça apparaisse. Et ça n'apparaît toujours pas. Là, toujours, vous voyez que j'aime bien Le Monde, parce qu'il donne des informations intéressantes et des images aussi intéressantes. Là, c'est intitulé « Le Monde du 2 mai 2014, après le scandale du Mediator et le décès de Jean Servier ». Vous savez, c'est celui qui était à l'origine du laboratoire. Bon. Et c'est intitulé en dessous « Vaincre le conflit d'intérêts ». Et on va voir l'image, formidable. Alors là, ça passe de commentaires aussi. Bon, c'est peut-être pas des vaccins, mais c'est tout comme. Alors là, au niveau des conflits d'intérêts, j'ai fait un relevé. Le professeur Fischer, qui a été le responsable de la concertation citoyenne sur les vaccins, qui ont amené la situation actuelle de l'obligation. Eh ben, il faut savoir qu'il a reçu le prix Sanofi Pasteur en 2013. Voilà. Il y a un autre professeur Cohen qu'on voit beaucoup, qui est un pédiatre, qu'on voit beaucoup à la télévision et dans les émissions de radio. Il a énormément de conflits d'intérêts, mais il ne le signale jamais. Un plus intéressant, c'est notre ministre actuelle, Madame Buzyn. Madame Buzyn, elle a dit la chose suivante: les conflits d'intérêts entre experts et laboratoires sont un gage de compétence. Donc là, on a une garantie de la direction dans laquelle les choses avancent. D'ailleurs, ça aboutit justement au fait qu'il y a 11 vaccins d'obligatoires. Il faut savoir qu'elle a été rémunérée pendant 6 ans, 2005 à 2011, par un laboratoire Bristol Myers Squibb et Novartis, et aussi de 1998 à 2011 par Genzyme, qui tombait dans le giron de Sanofi un peu plus tard. Enfin, ce qu'il faut savoir, parce que là c'est assez salé quand même, c'est que l'époux de Madame Buzyn s'appelle Yves Lévy. Il dirige l'INSERM et il a fait toute sa carrière dans la mise au point des vaccins. Et il a publié la justification actuelle des 11 vaccins obligatoires en tant qu'expert de l'INSERM. Bon. Je vous laisse juger. Rien, Bon. Je ne vais pas aller plus loin, ce n'est pas besoin. Voilà. J'ai essayé de vous montrer des choses assez inhabituelles quand même. Merci.